c'est-à-dire quelque chose de très docte, où on va dans le même sens. Mais je me suis dit que la meilleure des conférences, c'était une conférence partagée, et j'ai demandé aux personnes qui sont à ma gauche, que je vais vous présenter, de venir me tenir un peu la main. La dernière est en train d'arriver, le retardataire, il est bien sur la scène, prévu. Voilà. Voilà. Donc, et il même son rôle, parce que je leur ai demandé d'amener leur production. Voilà. On me dit que s'il y a des anglophones dans la salle, il faut scanner le QR code, et que ça va leur permettre d'avoir une traduction simultanée. Est-ce qu'il y a des anglophones? Somebody speak English in this room? You know? It's okay? Voilà, vous avez vu, quand je parle, je parle anglais. Chaque fois que je parle anglais, ça fait marrer les filles. Donc, voilà. Alors, je vais faire un petit propos avant. D'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Max Dubois. Donc, moi, je suis professeur vacataire à l'université de Saclay, Paris-Saclay. J'enseigne une matière un peu particulière. J'enseigne une matière qui s'appelle le réseau. Donc, j'ai créé l'idée du réseau, puisque je considérais que les jeunes, quand ils sortaient avec des diplômes jusqu'au sommet du plafond, ils avaient au fond une assez faible capacité à se mouvoir dans l'existence, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Ils avaient les réseaux sociaux, mais connaître des gens, ça c'était donc... je renseigne donc que le réseau, l'art et la manière d'avoir du réseau, c'est l'art et la manière de donner et non pas de demander. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite chose. Ensuite, je suis très impliqué depuis de très nombreuses années dans les territoires d'outre-mer, car je considère que ce sont des territoires qui sont sous l'influence d'inégalités absolument insupportables, où il y a des différences à tout point de vue. Vous avez des gens surrémunérés, des gens qui ne le sont pas. Vous avez le pouvoir économique qui est tenu dans quelques mains et les autres derrière, court derrière. Donc bon, ceux qui connaissent mon pédigré savent que je me bats pour ça, pour cette égalité, et que je vais continuer à le faire. Donc, mais comme c'était quand même pas l'enjeu ici autour de cette table d'avoir une tribune politique, je vais refermer ça, mais j'assume ce que je suis. Alors, j'ai demandé à nos amis de venir, pourquoi? Parce que le rhum, c'est le nouvel or transparent ou blanc ou brun que l'on trouve aujourd'hui dans le monde, en France et dans les territoires d'outre-mer, donc par descente. Les territoires d'outre-mer sont bien français. Et il y a une vraie capacité aujourd'hui à faire une chaîne de valeur avec ce rhum, puisque de plus en plus de consommateurs s'intéressent à ce produit. Et ce qui est intéressant, c'est que, et quelqu'un faisait remarquer ça, je discutais avec quelqu'un bas, il disait, mais avant on buvait du rhum coca, et maintenant on ne boit plus de rhum coca, maintenant on boit du rhum arrangé, du rhum avec des fruits à l'intérieur, du rhum où on est allé chercher, au fond, non seulement le plaisir du goût de ce nectar, parce que le rhum c'est juste une merveille, mais en même temps une vraie volonté pour les intervenants sur la chaîne de production d'aller chercher la culture qu'ils ont mis en bouteille. Donc je retrouve là des rhums dans lesquels il va y avoir du gingembre, il va y avoir des mangues, etc. On a aussi, j'ai goûté ça tout à l'heure, du rhum fumé, du rhum agricole fumé. Et ça m'a parlé parce que, par exemple, moi je suis un amateur de whisky tourbé. Je suis très content de trouver aussi des rhums maintenant qui ont leurs caractéristiques de rhum, mais qu'on a réussi à fumer. Il y a donc une augmentation importante aujourd'hui de la valeur gustative produit, de la valeur culturelle du produit. Et ça m'intéresse au plus haut point. Pourquoi? Parce que c'est souvent, vraiment très souvent, les petites boîtes, les petites initiatives qui, pour se démarquer de ceux qui ont les grands quotas de vente de ces produits-là, sont obligés d'aller chercher, d'aller creuser un peu plus que les autres, au fond, pour arriver à mettre un produit qui fait différence. Et à chaque fois, ce sont ces petits entrepreneurs qui élèvent
qui élève le débat, qui élève le produit. Et ça, c'est vraiment important. Parce que, au fond, les gens vont goûter ça, et quelqu'un qui avait l'habitude de boire un rhum, toujours le même, ou un rhum vieux, ou un rhum blanc, aujourd'hui, il va vers des saveurs qui sont des saveurs nouvelles, et ça ouvre aussi de nouveaux consommateurs. On ouvre les marchés. Alors, les marchés ne s'y trompent pas, parce que, globalement, on avait un marché qui était de l'ordre du marché mondial de 2,5 milliards d'euros sur le rhum. Il avait beaucoup fléchi durant la période du Covid, et il a retrouvé maintenant son niveau, et non seulement retrouvé son niveau, mais on est maintenant de nouveau en pleine croissance. Alors, selon les territoires, selon les pays, parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se mettent à faire du rhum, y compris les Japonais, on en a parlé, la croissance elle varie entre 10 et 30%. C'est donc considérable. Il y a assez peu de produits qui peuvent se targuer aujourd'hui de pouvoir avoir une croissance aussi importante. Quand on parle d'une croissance économique, on parle évidemment de rentrée d'argent. Donc ça veut dire qu'on parle de process à mettre en œuvre pour pouvoir fabriquer ce rhum. Donc c'est des entreprises qui s'installent, c'est des salariés qui viennent travailler, mais au-delà du fait qu'ils viennent travailler, ils viennent apprendre un métier. Donc on reconstruit une chaîne dans sa complexité, parce qu'il n'y a rien de facile. Vous ne pouvez pas dire je vais faire du rhum demain matin. Dès lors que vous commencez à dire ça, vous allez avoir devant vous 1000 problèmes à résoudre, et ça s'appelle une filière. Et une filière qui doit s'organiser avec des choses en amont, des choses en aval. Donc on crée véritablement, quand on crée cet écosystème, on crée quelque part, on redémarre une tradition, on redémarre un savoir qui va s'étaler dans les territoires et pour un grand nombre d'années. Donc ça c'est important, c'est pour ça que je souhaitais parler de ça. La deuxième chose que l'on crée, on crée une valeur au niveau des jeunes. Moi, vous savez, regardez, les gens qui sont là, on va les voir un par un, et vous allez voir qu'on a un panel de jeunes qui se sont engagés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'engager quand on crée une petite entreprise? Ça veut dire trouver des sous pour pouvoir créer son capital et acheter son premier matériel. C'est toujours extrêmement compliqué. Vous savez qu'on a une grande difficulté dans notre pays à financer ce qu'on appelle des fonds propres pour que les entreprises puissent démarrer. Ensuite, il faut accepter le principe pendant un certain nombre d'années de préparer son produit, mais ce produit, il n'est pas à vendre tout de suite. Là, vous avez des rhums qui sont devant moi. Ces rhums, ils sont parfois restés 1 an en fût. Donc ça veut dire que l'entrepreneur qui démarre, il va devoir fabriquer un stock de produits, un stock de rhum, qu'il ne va pas pouvoir vendre au moins avant 1 an, le temps que le produit mature. Donc vous voyez, tout ça c'est une chaîne. Puis à l'autre bout, on a la nécessité du financement. C'est là que ça se gâte. Parce que, en gros, les banques, que je trouve merveilleuses, il n'y a aucun problème là-dessus, mais elles ont une fâcheuse tendance à venir voler au secours de la victoire. Et ça serait bien qu'elles soient là un peu avant. Il en est de même pour le millefeuille dont on parle tout le temps administratif. On nous en parlera tout à l'heure. Marianne nous dira un peu ce que c'est que ces goulots d'encombrement volontaires ou involontaires, on verra après ensemble, mais on n'arrive pas à vendre son produit parce qu'on a des barrières douanières, on n'arrive pas à vendre son produit parce qu'on n'est pas éligible à un certain nombre de subventions, où les très gros ont immédiatement mis la main dessus, mais les plus petits, eux, n'ont pas accès. Ça, je reviens, excusez-moi, dans le sens de mon ADN, de ma bagarre habituelle. Mais on la retrouve aussi dans le domaine du rhum, comme d'ailleurs dans toute l'économie des territoires d'outre-mer. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long, pas trop emmerdant. Donc je vais vous présenter nos intervenants. Alors, tout au bout, on a Bruno Robert. Alors merci beaucoup Bruno d'être venu jusqu'à nous. Bruno, il est vice-président de la Chambre d'agriculture de La Réunion. Donc je lui ai demandé de venir ici parce que, évidemment, La Réunion, c'est le premier producteur de canne de nos territoires d'outre-mer. Donc il connaît ça par cœur. Donc c'est un vrai sujet économique chez eux. Il nous enseignera, Bruno, qu'il y a 3 vecteurs, aujourd'hui 3 sorties économiques pour la canne à La Réunion. Il y a le sucre, il y a le rhum et l'énergie. Mais je ne vais pas déflorer, il nous expliquera un petit peu ce que c'est. Claire Montesino, qui est ici. Alors Claire, c'est une femme courageuse, cette entreprise courageuse. D'abord,
chef d'entreprise, c'est pas simple, femme chef d'entreprise, c'est encore moins simple. Donc, et c'est encore vrai, malheureusement. Elle est très intéressante autour de ce plateau. Pourquoi? Parce que de son existence, elle fait beaucoup de choses, mais surtout, elle recherche des fonds pour permettre à des entreprises qui démarrent d'avoir des fonds propres ou éventuellement des petites entreprises qui sont en croissance de trouver les fonds nécessaires pour qu'elles se développent. Elle nous expliquera ça tout à l'heure. Après, on se connaît mal encore, c'est Joris. Hein, c'est ça, Joris. Toi, pardon, excuse-moi, Joris, allez, je reprends dans ce sens-là. Donc Joris, lui, c'est un producteur de rhum guadeloupéen, voilà. Donc avec cette belle rivalité, mais concurrentielle avec la Martinique. Est-ce que le rhum, il est meilleur en Martinique ou en Guadeloupe? Est-ce qu'il est meilleur en Guadeloupe qu'à La Réunion? Les Martiniquais nous expliquent qu'à La Réunion, ils ne sont pas de rhum. Donc voilà. Et les Guadeloupéens expliquent régulièrement que les Martiniquais sont comparaison. Alors maintenant, je vous laisse le soin d'aller plus loin. Hein, c'est son cas dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc tu diras ça. Ensuite, Marianne Guilly. Donc Marianne, elle a monté sa boîte il y a 20 ans. Toujours un peu compliqué. C'est elle qui va nous éclaircir un petit peu les idées sur toute la partie qui est la partie de ce millefeuille administratif. Elle va nous parler de ses excellents rapports avec les douanes. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Gisèle, qui est une grande et vieille amie. Donc Gisèle, je lui ai demandé de venir, Gisèle, parce que Gisèle, elle a un propos. Alors Gisèle, c'est féministe, on peut dire ça. Elle dit toujours non, mais vous allez essayer de la mordre un peu et vous allez voir. Voilà. Donc elle a bien sûr une bonne connaissance d'entreprise. Elle existe dans le milieu associatif depuis des années et elle a un apport qui est un apport vraiment extrêmement important. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou pas? Grégory, excuse-moi Grégory. Alors Grégory, pareil, donc c'est un petit producteur, donc c'est quelqu'un qui, pareil, qui dans son affaire se bat tous les jours pour pouvoir faire avancer le schmilblick parce que, on l'a compris, il n'y a pas autour de cette table des grands remiers. Mais vous avez aussi compris quelque chose, quand vous êtes promené dans les allées, là, vous n'avez pas vu les grands remiers. Ils ne sont pas venus, les grands remiers. Eh ben non. Et ils ne sont pas venus pourquoi? Parce que soit ils contrôlent à 100% le business, soit ils ne viennent pas. Donc c'est aussi simple que ça. Et là, ils ne contrôlent pas parce que Patrick Loger a imposé sa façon de voir les choses. Donc sincèrement, Patrick a fait un travail remarquable parce que non seulement ils ne sont pas venus, mais moi je peux dire, parce que j'ai l'habitude de dire des choses comme ça, right? Mais ils ont tout fait pour que ce truc-là ne fonctionne pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la vraie question qu'on va poser, et on va maintenant commencer à y répondre, à qui profite le rhum? Voilà. Donc, vous pouvez m'applaudir aussi, c'est bien. Voilà. Juste avant de passer la parole, je vais vous dire un proverbe. Tous les matins, quand tu te lèves, dis du bien de toi. Tout le monde le croira, personne ne saura jamais d'où c'est parti. Bravo. Voilà. Alors, Feu, on va commencer par toi, si tu veux bien, Marianne, parce que finalement, pourquoi pas, puis on va alterner femmes et hommes, mais c'est élégant de démarrer par une dame. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Marianne Billy. Avec mes filles, nous avons fondé l'entreprise Ponche Mabi en 2004. Donc ça fait 20 ans que nous sommes sur le marché. Alors, nous avons fait un produit qui plaît et nous nous battons beaucoup pour rester en vie tout simplement, mais avec beaucoup de support de personnes, de clients qui ont apprécié nos produits et c'est pour ça que nous sommes encore là. Alors, pour revenir aux difficultés, alors moi j'ai remarqué au fil du temps qu'on avait énormément de difficultés à vendre nos produits, surtout en France, qui serait notre marché naturel, et parce qu'on a énormément de taxes. Alors, nous sommes taxés à 18 € par exemple, par litre d'alcool pur, alors que le rhum est taxé à 50% moins cher, donc à 9 €. Alors là, j'ai un peu fouillé pour essayer de comprendre, et quand j'ai regardé les textes de loi, effectivement, en 1920, il a été créé le contingent. Donc, pour réguler l'alcool, la vente d'alcool en France, le gouvernement a mis en place un contingent qui permettait aux rhummiers
de bénéficier de 50% de défiscalisation. Alors, on pourrait se dire pourquoi pas nous, mais à plus tard, il a été créé. Alors, à l'époque, les Romiers, bon, vous savez, l'histoire du Rhum est très liée à l'esclavage. À l'époque, avant la libération de l'esclavage, c'était les Africains, enfin, qui coupaient la canne, c'était les esclaves. Donc, qui coupaient, qui plantaient, qui coupaient, qui livraient la canne aux maîtres. Après la libération de l'esclavage, les colons ont fait venir des Indiens qui avaient une très faible immigration, qui plantaient, qui coupaient et qui livraient la canne au maître. Et le maître, par contre, il avait le domaine, la distillerie, donc il broyait, il faisait le rhum et il revendait le rhum. En 1920, après, on crée le quota, le contingent, et il est bien écrit dans cette loi que seuls les gens qui ont un domaine, qui ont donc la canne sur place, qui traitent la canne sur place, peuvent bénéficier de ce contingent. Donc une défiscalisation à 50%. Bien plus tard, en 1984, on crée l'ODEADOM. En 1986, il y a un contrat. Il y a le POSEI. Ce sont des programmes pour aider au développement des îles d'outre-mer. Et en réalité, on reprend cette même règle. Il faut que pour bénéficier de ce quota et de cette défiscalisation, il faut que la canne soit traitée sur le domaine, soit distillée sur le domaine. Seulement, à cette époque, aucun Guadeloupéen n'a de domaine, ni de terre, ni de canne. Donc, sauf les gens qui sont déjà en place. Donc, ce quota ne concerne que les maîtres ou patrons ou les héritiers, tous ceux qui ont un domaine. Là, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui arrivent sur le marché, qui distillent le rhum, mais qui ne peuvent pas bénéficier de ce quota. Et nous qui travaillons avec le rhum, nous faisons des punches, donc on fait de la macération de fruits dans du rhum, nous ne pouvons pas bénéficier de ce contrat. Donc ce contrat appartient à des familles depuis plusieurs siècles, et aucun d'entre nous qui arrive sur ce marché ne pouvons développer notre commerce. Donc le rhum a prend de l'essor. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, il y a un fort taux de chômage, il y a beaucoup de délinquance, mais nous n'arrivons même pas à nous dire mais on va développer le rhum, parce qu'on est interdit pratiquement de vente sur la France et sur l'Europe. C'est trop cher. Alors quand notre marchandise arrive à la douane, nous avons déjà une taxe douanière de 20% sur la valeur de notre marchandise. Après, nous avons les droits d'accise qui sont à 19 € par litre d'alcool pur. On a les taxes de la sécurité sociale. Et ensuite, lorsque nous faisons le prix de vente, on est retaxé d'une TVA de 20%. Donc un rhum qui sera à 14 €, il est vendu à plus de 47 € ici. Donc voilà. Alors ce sont les difficultés que nous rencontrons, nous-mêmes, Mabi, mais tous les jeunes qui arrivent sur ce marché, tels que Joris qui est à côté de moi, comme d'autres, la fumée, etc., nous avons vraiment trop de taxes qui nous empêchent d'avancer. Le rhum est un bien commun et ce serait bien que tout le monde puisse en profiter. Un petit mot, tu as évoqué les fonds POSEI. Les fonds POSEI, à titre indicatif, c'est 320 millions d'euros. Ces fonds, ils sont là pour aider les gens qui sont dans les filières agricoles, animales et végétales. Ils touchent sur leur fabrication, enfin sur leur culture, ils touchent un montant. Et ce montant est censé compenser la main-d'œuvre plus chère qu'on trouve dans les territoires d'outre-mer et qui est due à l'insularité. Alors, 320 millions d'euros, comment ça se diffuse? Vous allez comprendre tout de suite. Sur ces 320 millions d'euros, je redis bien, pour 5 territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, bien sûr, La Réunion et Mayotte. 5 territoires. Filière animale et filière végétale. Vous voyez, il y a tout ça. Bon, ça fait 320 millions.
Sur ces 320 millions d'euros, 130 millions pour la banane, 70 millions pour la canne, qui est, et ça me permettra de rebondir sur toi, et qui vont chez Tereos, chez l'industriel, hein, qui après va redistribuer, l'industriel touchant, lui, infiniment plus, puisque l'industriel va toucher quasiment 200 millions d'euros de subventions. Donc ça veut dire que ces deux grandes filières, canne et banane, qui sont tenues effectivement par, comme tu l'as dit, de très grandes familles, enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus, tout le monde sait ça, je vais le redire, je l'ai redit publiquement 1000 fois, je vais le redire 1001e fois. Aujourd'hui, ça ne laisse que finalement 120 millions d'euros pour la totalité des filières et sur la totalité des territoires. Donc là, c'est de la captation directe des subventions. Et tu le faisais remarquer tout à l'heure, et tu avais raison, tu m'as dit, mais au fond, pour avoir cette défiscalisation, il faut démontrer qu'on a un domaine. Et ça date de 1920. Donc on doit avoir un domaine. Hein, si on n'a pas de domaine, et tu t'es posé la question, je vous la pose, peut-être vous avez une réponse, moi je n'en ai pas. Combien y avait-il de familles noires en 1920 qui avaient la capacité d'acheter un domaine? Voilà. Et comme ça, vous avez un peu la réponse à la question. Mais je vous ai dit, j'ai des propos parfois un peu orientés, je les assume. Est-ce que tu peux rebondir, puisque vice-président de la Chambre d'agriculture de la Réunion, tu connais bien les sujets qui sont liés à la canne. Merci de ton propos. Merci Max. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je me représente, Bruno Robert. Je suis d'abord agriculteur, donc planteur de canne sur 7 hectares depuis 3 générations. Donc le grand-père, le papa, du côté de maman, du côté de mon père. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je voulais tout d'abord remercier l'organisation, donc avec M. Patrick Leger et toi-même Max qui nous associe à ce premier mondial du rhum. C'est un sujet vraiment capital, vraiment important. En introduction, j'aimerais, puisque la Chambre d'agriculture représente avant tout ces agriculteurs, c'est vraiment dire, tout à l'heure on a parlé un petit peu de concurrence, peut-être un petit peu sur le ton de la plaisanterie aussi, mais c'est bien de poser les choses. On connaît le contexte qui est assez compliqué en ce moment au niveau des agricultures. Moi j'aimerais dire que la mondialisation, ça pose des problèmes pour un certain nombre de produits, notamment les produits de base, mais par contre sur les produits d'excellence, les produits d'exception dont on est en train de parler aujourd'hui comme le rhum, ça ouvre par contre des opportunités, puisque le monde est tellement grand et nos produits sont si exceptionnels que finalement ça nous ouvre pas mal de débouchés pour les écouler. Donc ça donne tout son sens à ce type d'organisation, puisque dans ce cas-là on peut réellement travailler ensemble et pas travailler les uns contre les autres. Donc c'est dans cette optique-là que la Chambre d'agriculture de la Réunion est là aujourd'hui pour pouvoir contribuer à cet atelier. Je vais avant de commencer, vous donner quelques chiffres pour situer un petit peu la filière canne réunionnaise, mais ce n'est pas le plus important, comme j'ai dit. La canne à la Réunion, c'est plus de 200 ans d'histoire, c'est lié à l'esclavage, à l'engagisme, ça fait des générations et des générations qu'on fait du sucre, qu'on fait du rhum, qu'on fait maintenant de l'énergie. Donc c'est vraiment un sujet qui est vraiment culturel, passionnel, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Donc la moitié de notre surface agricole, c'est de la canne à sucre, donc canne sucre rhum, donc 21 400 hectares. Nous sommes à La Réunion encore 2700 planteurs, même si malheureusement ce nombre a tendance à diminuer, comme tous les agriculteurs du monde. Ce qui est important à noter et qui permet à la filière de résister aujourd'hui, ce sont les 13 000 emplois directs, donc créés par la filière canne, sucre, énergie. 4 500 emplois induits, donc dans une île qui est gangrénée par le chômage. Une personne sur deux à La Réunion malheureusement est touchée par le chômage. C'est une filière qui malgré tout pèse encore très fortement sur l'emploi. Donc nous on produit grosso modo 200 000 tonnes de sucre, donc 50% est destiné à l'export, avec une particularité, c'est que La Réunion s'est tournée vers les sucres de spécialité très tôt. Donc c'est les fameux sucres spéciaux, des sucres qui sont valorisés 2 fois plus cher que le sucre brut qui va dans l'industrie, le sucre raffiné, etc. Donc c'est vraiment là-dessus que l'industriel sucrier a voulu construire son image. Au niveau des distilleries, donc on a un quota, un contingent de 120 000 HAP, donc avec 3 grosses distilleries, Savannah, DRM et Isotier, en sachant que la particularité de La Réunion, c'est qu'on s'est d'abord tourné vers les rhums industriels, donc qui sont faits à partir de la mélasse, quand les Antilles ont plutôt fait le choix d'aller vers des rhums agricoles. Donc ça c'était plutôt le passé, mais je vais revenir
vers la suite. L'avenir, par contre, ça va être un peu plus autre chose. Donc sur les produits, donc 70 000 tonnes de mélasse, 80 000 tonnes d'écume, 150 000 m3 de vinasse et un accord qui est négocié tous les 5 ans pour cadrer toute la filière. Donc voilà un petit peu en quelques chiffres la présentation de la filière. Au niveau de l'évolution, ce qui est important à noter, c'est que au début, on était très focalisé sur une filière canne-sucre. Donc on l'a toujours appelé comme ça, la filière canne-sucre, puisque le sucre était dénommé comme le produit et la mélasse, le rhum, l'énergie étaient dénommés les sous-produits de la canne. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque en termes de valeur, la valeur sucre n'a cessé de diminuer. Par contre, la valeur ajoutée de la filière, qui est issue du rhum, qui est issue de l'énergie, n'a cessé de grimper. Donc aujourd'hui, on est réellement sur un triptyque de valeur ajoutée qui est très fort. Donc le sucre se maintient grâce à nos sucres de spécialité. Le rhum, donc c'est un marché qui est en pleine expansion, comme vous le savez, où la Réunion arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Et l'énergie, donc on est en plein dedans avec la hausse permanente des coûts de l'électricité, etc. On a réussi, nous, et je pense que c'est valable partout aussi dans tous les Outre-mer, à faire valoriser à travers des primes sur la bagasse, etc., des paiements à la fibre. Donc l'actualité aujourd'hui, c'est de vraiment se faire rémunérer sur toutes les plus-values de la filière canne. Ce qui est dommageable, et si on vient à un atelier, c'est pour aussi apporter des contributions, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est intéressant à La Réunion, c'est un centre de recherche qui existe depuis près de 100 ans. C'est le centre de recherche d'études de formation qui est devenu EACAN, donc un groupement d'intérêt économique qui a été créé par les industriels et qui est financé par moitié par des fonds publics, notamment les fonds européens, le fonds FEADER. Et on a assisté à des virages dans la sélection de cannes. La Réunion a sélectionné beaucoup de cannes pour, à l'échelle mondiale, notre 570, notre 579 est réputé partout dans le monde. Et les critères ont évolué. Donc tout d'abord, on sélectionnait les cannes pour le sucre, donc pour obtenir le plus de sucre hectare. Je crois qu'on a commencé à 2 tonnes de sucre hectare à la création du centre, à aujourd'hui près de 8 tonnes de sucre hectare qui sont issues de nos variétés. L'actualité sur l'énergie a engagé un virage. Donc désormais, on sélectionne non plus les cannes uniquement sur le sucre, mais aussi sur leur teneur en fibres, donc pour pouvoir fournir le plus d'énergie possible. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'a pas encore été imaginé, qui n'a pas encore été fait, et je lance une graine ici qui peut-être pourra germer. Est-ce qu'on ne pourrait pas demain sélectionner aussi des cannes avec l'expertise du centre de recherche? Il faut 10 ans pour en sortir une variété de cannes. C'est 10 ans où il faut sélectionner, il faut évaluer. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais si aujourd'hui on arrivait à mobiliser du financement, mobiliser l'énergie du centre de recherche pour créer des variétés qui permettraient d'avoir des rhums, donc du coup pour le coup des rhums agricoles de qualité supérieure, moi je pense que ce serait une bonne idée. Je prends à témoin nos producteurs, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est développé sur la base du rhum industriel. Mais les nouveaux producteurs qui sont en train d'arriver, c'est des petits agriculteurs, c'est des petites centrales qui travaillent avec des circuits courts. Et comme M. Mofras qui est en bas, qui est venu sur le salon, qui va transformer des cannes directement sur des petits volumes pour créer des rhums d'exception. Et la particularité, moi je l'ai découvert il y a 3 ans au salon de l'agriculture, c'est que ces producteurs-là, ils travaillent avec nos variétés qui ont été oubliées. La canne Mapou, la canne Bonbon, c'est des cannes qui vraiment avaient des qualités gustatives exceptionnelles, mais que malheureusement on n'a plus gardé parce que l'objectif à l'époque c'était d'avoir beaucoup de sucre. Et c'était des cannes qui n'avaient pas beaucoup de rendement, mais des qualités gustatives exceptionnelles. Et aujourd'hui nos transformateurs, nos distillateurs, en récupérant, en redonnant un second souffle, une seconde vie à ces cannes-là, eh bien, ils arrivent à sortir du rhum de très bonne qualité. Mais malheureusement le catalogue est limité. Donc c'est d'où cette idée, pourquoi demain ne pas sélectionner, ne pas entamer un travail pour vraiment ne plus regarder uniquement le rendement, ne pas regarder uniquement le taux de fibre, mais regarder la qualité gustative des cannes pour fournir à l'échelle réunionnaise, bien évidemment, mais EACAN a toujours été dans le partage de la diffusion. Comme j'ai dit, le marché est immense pour que nos Outre-mer aient les rhums de meilleure qualité. Donc voilà, c'est une idée, on n'est que la Chambre d'agriculture, peut-être que c'est une idée qui pourra prendre forme, que demain on pourra être sollicité, mais en tout cas moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Donc je vais finir sur cette belle idée, mais encore une fois, à toutes et tous, merci de votre attention
Et la Réunion est très heureuse aujourd'hui d'être représentée avec aussi des producteurs à ce sommet du rhum. Merci beaucoup. Merci infiniment Bruno pour ce propos très documenté, parce que bon, tu l'as dit, tu es à la fois un élu, mais en même temps aussi tu es aussi les mains dans la canne. Moi je relève dans ton propos le fait qu'effectivement la valeur d'un produit, c'est la valeur ajoutée. C'est quand à partir d'un produit de base, d'un matériau de base, comment on fait pour tirer le plus de valeur ajoutée. Effectivement, le productivisme a fait qu'il fallait faire du sucre, donc on a fabriqué de la canne à sucre avec le plus haut rendement de sucre possible, sauf que vous vous dites, peut-être, mais avec les sucres spéciaux, on a peut-être des cannes qui vont donner beaucoup moins en termes de pourcentage de sucre, mais par contre leur valeur gustative est énorme, par conséquent on va vendre ça beaucoup plus cher. Donc c'est aussi des espaces qui sont des espaces plus confidentiels, mais qui sont vraiment là pour créer de la valeur. Et cette valeur, à mon avis, elle doit être en priorité prise en main par des toutes petites entreprises qui doivent démarrer, parce qu'elles doivent faire ça. Alors, puisque je parle de ça, je vais donner précisément la parole à Grégory. Donc, Grégory, c'est un producteur de rhum, et lui, il nous vient de La Réunion, et il va nous expliquer pourquoi ce rhum est si bon. Bonjour à tous, merci Max pour l'invitation. Alors pourquoi le rhum arrangé réunionnais est si bon? Parce que déjà on parle de rhum arrangé, mais le rhum arrangé est un savoir-faire réunionnais, c'est une expression réunionnaise. Je suis le fondateur de la maison Arrangé-là, mais derrière moi c'est une histoire familiale, donc c'est les recettes de mon papa qu'on essaie de faire connaître un peu partout dans le monde. Alors développement économique et spécificité des territoires, ça fait sens parce que c'est très difficile de lancer une marque, surtout on a une marque très haut de gamme. À La Réunion, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues quand on a commencé. Tout d'abord, tu parlais de fonds propres pour le financement. Surtout au niveau des subventions. Je pense que tout le monde ici connaît le dossier FEDER. Donc voilà, pour avoir un dossier FEDER, ça met diplôme. Hein, et quand on débute une activité, il faut avoir les sous très rapidement. Donc si on n'est pas solide au niveau des fonds propres au début, c'est compliqué de se développer. Aujourd'hui, on a 3 ans d'activité, on a dépassé les 3 ans. Donc on est content pour ça, mais aujourd'hui, on est dans une phase de croissance. Et pareil, la croissance, ça demande beaucoup de trésorerie, ce qui est très compliqué à avoir. Même après 3 ans d'existence, on reste considéré comme jeune entreprise, donc une entreprise encore à risque pour beaucoup de banques, et même pour tout ce qui est, voilà, comme je disais, les dossiers FEDER sur tout ce qui est croissance. Il faut savoir que c'est 50% aidé sur tout ce qui est, on va dire, bien corporel, donc tout ce qui est machines, tout ça. Sauf qu'on a besoin des machines tout de suite, et je crois qu'on a 50% restants qui sont payés en subvention au bout de 1 an, 2 ans, si on est encore dans la course. Donc c'est pas viable du tout. Donc on est obligé de passer par des fonds privés, et du coup j'attends avec impatience que Claire va dire au niveau stratégique. Donc voilà, on a ce biais-là où c'est très compliqué de développer. On a la chance aujourd'hui d'avoir pu exporter dans 4 territoires depuis l'année dernière, donc de commencer vraiment à faire connaître le rhum arrangé réunionnais à l'international. Mais aujourd'hui, on est quand même limité parce que comme tout territoire ultramarin, on a beaucoup d'imports. Et c'est très compliqué aujourd'hui, encore plus avec ce qui se passe en mer Rouge, d'importer en gros en maritime, parce que tout vient en maritime chez nous. Et surtout qu'on n'est pas beaucoup aidé sur cette partie import. Je crois que la partie importation, peut-être Bruno nous dira plus là-dessus. Je crois qu'on importe pour 1 ou 2 milliards et on exporte pour 100 millions. Donc la partie export est très limitée dans les territoires ultramarins.
Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, on va dire, beaucoup plus développer dans les territoires ultramarins. C'est vraiment l'export. Du private equity, donc investir au capital d'entreprise. En fait, en tant que chef d'entreprise, quand on a un business qui fonctionne en Outre-mer et qu'on est très pris par son activité, il en reste pas moins qu'on a... moi, je suis pas guadeloupéenne, je suis guadeloupéenne d'adoption. Ça fait 16 ans que j'y vis et j'ai 45 ans, donc c'est un tiers de ma vie et c'est une grosse majorité de ma vie professionnelle. Et donc, quand on a la chance que son business marche et qu'il faut réinvestir, en fait, on n'a pas tant d'opportunités de réinvestissement sur son territoire, d'une part. D'autre part, on a pas mal parlé des banques, moi j'aime bien les taquiner aussi, mais en fait, il faut être réaliste sur le financement bancaire. Le financement bancaire, le banquier, structurellement, il peut prendre très très peu de risques. Donc, naturellement, il va financer des industries ou des entreprises où il y a des actifs en contrepartie de l'investissement qui est fait. Et donc, obligatoirement, il ne va pas pouvoir financer du marketing, il ne va pas pouvoir financer du besoin en fonds de roulement, des ressources humaines. Et puis, sur un certain nombre de marchés, il est tenu, je le vois sur plein de dossiers, par des normes, par des statistiques. Et en fait, il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus ou moins favorables. Et donc, il reste vachement dans ces normes-là. Donc effectivement, le levier bancaire, c'est un levier quand on a déjà des fonds propres. Donc soit on a déjà de l'argent devant soi, et dans ces cas-là, effectivement, on peut faire appel à de la subvention. On en a pas mal parlé aussi. C'est vrai que c'est des fonds publics, c'est des dispositifs qui sont des dispositifs compétitifs. Donc vous fabriquez un dossier, il faut faire le dossier avant de commencer le projet, ce qui en théorie paraît logique, mais dans la pratique, un projet, et toutes les personnes qui sont là, je pense, peuvent en témoigner, que ce soit madame sur les ponts Chmabi ou mon voisin sur ses Roms arrangés, entre le moment où on est en besoin de fonds sur le projet et le moment où on a commencé à avoir l'idée et à faire, en général, la frontière n'est pas aussi claire que ça. Donc il y a déjà ce premier écueil, qui est de dire on va chercher la sub au moment où le projet commence. Et évidemment, entre les délais d'instruction, l'incertitude d'obtenir ou pas obtenir les fonds, et aussi le fait que les fléchages sont quand même assez compliqués. Moi, de ma propre expérience dans un autre domaine qui était le développement logiciel, j'ai levé 1,2 million en FEDER. Ça a fonctionné, hein, j'ai pas eu de difficultés, que ce soit avec les services instructeurs, etc. Ils ont été de bonne volonté avec nous. Par contre, les fléchages sont très compliqués, donc ça a été fléché, refléché, audité, réaudité. Heureusement qu'on n'avait pas besoin de l'argent, parce qu'on l'a touché en fait 4 ans après le dépôt du dossier. Et moi, j'ai passé, au départ, je pensais que je pouvais tout déléguer, mais moi qui dirigeais l'entreprise, j'ai passé à peu près 15-20% de mon temps pendant au moins 6 mois. Bon, je m'en suis occupée pendant le Covid, ça, je me suis dit, vu qu'il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. Mais ça veut dire que de façon très réaliste, pourquoi ces fonds-là sont faiblement utilisés par des sociétés privées, parce que c'est très utilisé par les collectivités, le public sous toutes ses formes, parce qu'en fait, il ne faut pas avoir besoin de l'argent. C'est un petit peu ce que j'en conclus, moi, en tant que conseil en structuration financière. Faites des business plans qui fonctionnent sans la subvention. Et puis, dites-vous que si vous avez réussi à mobiliser les fonds, comme vous êtes subventionnable, ce sera la cerise sur le gâteau pour vos investisseurs, qui, eux, ont de l'argent à réinvestir. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand on a de l'argent à réinvestir, quand on n'a pas de sous, on est coincé, c'est embêtant, mais quand on a de l'argent à réinvestir, on est coincé aussi, en fait. Parce que pour faire de l'argent, on peut aller voir le banquier et puis faire un dépôt à terme, enfin tout un tas de produits financiers qui soient un peu limités, mais on peut aussi avoir des convictions personnelles. Et la première, elle est simple, c'est que là où on vit, c'est là où on a envie que les choses s'améliorent, tout bêtement. Donc on évolue tous les jours, on va à son travail, on se promène, etc. Et on se dit, moi, qu'est-ce qui me relie au rhum, c'est que j'aime en consommer, il faut être honnête.
Je trouve que le rhum entier, c'est un produit exceptionnel. Quand je suis arrivée aux Antilles, je connaissais pas bien le rhum entier. Donc, pour moi, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, on a vraiment un produit de terroir séculier magnifique qui pourrait tout à fait faire le parallèle avec des grands vins, que ce soit Bourgogne ou Bordeaux. Et d'ailleurs, c'était pour moi une espèce de rapport d'étonnement que de constater que ça ne soit pas beaucoup plus exporté et beaucoup plus connu. Moi, j'ai toujours une petite déception du fait qu'on boive énormément de champagne, alors qu'on a un produit aussi exceptionnel entre les mains, mais ça c'est ma petite private joke, on va dire. Et pour autant, même avec ce produit exceptionnel, on le voit hein, autour de la table, on n'a pas beaucoup de moyens de le financer. Donc, on dit qu'il faut faire sa part de colibri. Moi, j'avais la possibilité, il y a 2 ans, de réorienter l'activité de mon groupe. Et je dis, je vais passer la moitié de mon temps, et c'est ce que je fais, avec la conviction qu'en fait, l'argent disponible pour les fonds propres, c'est l'argent des autres chefs d'entreprise. Parce qu'on est le mieux à même d'évaluer un business sur les départements dans lesquels nous sommes. Parce que c'est une réalité, il y a de l'argent disponible, il y a des gens qui viennent de vendre un bâtiment. Moi je suis en Guadeloupe, donc quand on a vendu un bâtiment à Jarry, on a vendu ça à plusieurs millions, l'argent dort sur les comptes bancaires des gens. Et ça c'est concret, il n'y a pas de loi à changer, il faut faire des business plans qui sont efficaces. Et dans ces cas-là, l'intérêt de l'investisseur et du porteur de projet, ils sont alignés, c'est-à-dire que même si vous êtes tous des passionnés de votre produit, je pense qu'aussi, voilà, votre vie passe et il faut que vous fassiez des investissements rentables. Joris, que je connais un peu plus, voilà, c'est un businessman, il a fait aussi une brasserie qui s'appelle l'Écouse avant de faire du rhum, donc on sent que dans sa trajectoire professionnelle, il y a un chemin et un chemin de businessman. Donc ma conviction c'est celle-là, je vais à la rencontre, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, avant-hier j'étais en Martinique pour le même sujet, je vais à la rencontre des personnes pour dire, voilà, vous êtes chef d'entreprise, vous avez de l'argent à réinvestir, vous aimeriez le faire sur votre territoire, mais en fait ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas beaucoup de voix, réinvestissez dans les business locaux. Et ça peut être aussi en fait un mix entre l'immobilier, les actifs et les entreprises, je dirais à risque du private equity, parce que quand on investit notamment sur le rhum, on investit aussi sur un lieu. Je sais qu'il y a eu différentes conférences là, et il y en a encore à venir sur le spiritourisme. Ma conviction personnelle d'investisseur, c'est qu'il faut investir sur des projets où il y a, au départ, il y a une composante culturelle, c'est-à-dire qu'on va vendre de la culture, on va vendre un savoir-faire, et ça va donner le premier pas au projet, le premier tremplin. Ça le rendra beaucoup plus finançable de financer des actifs tangibles sur des marchés simples à comprendre. Et ça permettra aussi d'aller chercher, pas que de la subvention, d'aller chercher aussi des dispositifs non compétitifs. Dans la structuration financière, moi je prône de faire, quand c'est éligible, du crédit impôt innovation, du crédit impôt recherche, d'utiliser la Gérardin industrielle, parce que ça c'est des fonds, si on est en règle avec la loi, c'est non compétitif, c'est acquis, et c'est beaucoup plus rapide à toucher. Donc voilà un petit peu ma vision sur le sujet. Merci beaucoup pour ton propos éclairé. Donc c'est vrai que cette solidarité qui peut venir des entreprises qui ont effectivement réussi, qui peuvent être donc quelque part des business angels pour les entreprises qui se créent, ça c'est absolument fondamental. Mais je voudrais relever encore là aussi une autre réalité, c'est que les gens qui sont installés depuis plusieurs centaines d'années détiennent le foncier. Donc quand on détient le foncier, on détient la capacité à produire ce qu'on peut produire à un instant T. Ce qu'on peut produire, ça veut dire ce qui rapporte. Donc, quand on prend par exemple, je vais revenir sur l'histoire des subventions POSEI, pour que vous ayez bien ça en tête,
Quand la filière canne, la filière banane, elle prend 130 millions d'euros de subventions par an, d'accord, c'est-à-dire 404 euros par tonne de banane produite. C'est la même chose, 404 euros la tonne, que ce soit pour un petit producteur qui fait 500 tonnes ou pour un gros producteur qui fait 20 000 tonnes. Mais vous imaginez bien que l'effet d'échelle n'est pas le même. Quand quelqu'un produit 20 000 tonnes, il a besoin de beaucoup moins de salariés à la tonne que quelqu'un qui fait 500 tonnes, parce qu'il a un effet d'échelle, d'accord ? Donc, on se retrouve dans une situation où ces grands producteurs de bananes font des marges qui sont colossales. Ce que je peux vous dire, c'est que certains, par exemple, les 4 premiers, lorsqu'ils démarrent le matin, rien que les subventions couvrent 100% de leur charge salariale. 100%. C'est-à-dire que quand le gars se réveille le 1er janvier, il sait qu'en subvention, il va couvrir la totalité de sa masse salariale. Moi, je suis chef d'entreprise, je peux vous dire que ça fait rêver. Hein. Si l'État me filait un billet tous les 1er janvier pour me dire « Coco, t'inquiète, on va couvrir tes charges salariales, salaire et charges pour l'année. » Voilà. Alors, qu'est-ce que ça induit, ça? Parce que pourquoi je dis ça? C'est la prod des édifices du bois. Il nous parle de la banane, mais on est dans la canne. Et on va y venir dans la canne. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce sont des gens qui font des marges colossales. Ils font des marges colossales parce qu'ils ont une optimisation massive des subventions, et notamment des subventions européennes, et que, d'autre part, ils sont les principaux propriétaires fonciers. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Donc, dès qu'un secteur commence à être un secteur rentable, eh bien, ils foncent dessus. Et aujourd'hui, c'est ça le fond du problème dans les territoires d'outre-mer. C'est que vous avez quelques-uns qui n'en finissent plus d'augmenter leur pression sur l'économie des territoires. Hein, moi je les ai appelés aimablement, parce que je les aime bien, je les ai appelés les rafle-tout de l'économie. Mais c'est une réalité. Et plus vous avancez dans les années, et plus ce système s'étend. Parce que vous avez une telle force capitalistique que vous pouvez tout vous offrir, y compris un échec. Si vous avez un échec, vous payez la note. C'est pas grave. Et d'ailleurs, en général, quand ils ont un échec, ils ne payent pas la note, ils vont chercher une subvention publique, c'est-à-dire dans ma poche et dans la vôtre, pour pouvoir payer la note. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Et qui souffre de ça? C'est d'une manière générale, c'est cette population qui souffre en général. Parce qu'une population, elle a besoin de créer de la valeur ajoutée. Elle n'est pas là simplement pour consommer. Elle a besoin d'avoir des jeunes qui s'installent. Mais si à chaque fois que les jeunes s'installent, dès qu'ils gagnent 10 balles dans un domaine, immédiatement vous avez un rafle-tout qui vient mettre les ronds là-dessus pour pouvoir s'accaparer ces parts de marché, on ne va pas y arriver. Donc il n'y a pas 50 solutions, il faut effectivement casser les monopoles dans les territoires d'outre-mer. Ça, il n'y en a pas d'autre. Hein, si on ne casse pas les monopoles dans les territoires d'outre-mer, on ne fera jamais avancer ces pays. Donc je reviens sur les producteurs de Rome, mais au moins vous savez pourquoi ils ont des difficultés. Hein. Ils en ont pour démarrer parce qu'ils n'ont pas de rond, et quand ils ont démarré, si c'est juteux, ils se font prendre leur boîte. Parce qu'ils se mettent tout de suite à côté, ils font la même chose, ils les étouffent, et ils récupèrent les choses. Alors, moi j'aimerais bien, Joris, que tu nous parles aussi, parce que toi, tu m'as dit, moi c'est tellement compliqué d'avoir des subventions que j'ai fini par me dire que si je les avais, tant mieux, mais je préfère pas compter dessus, et je renonce à vendre mon rhum en France, mais je vais le vendre à l'export parce que c'est plus simple. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors oui, Joris Ghali, cofondateur de la distillerie Papahouyo, dernière née des distilleries guadeloupéennes. Donc avant nous, je crois qu'il y avait plus de distilleries qui s'étaient créées depuis plus de 60 ans. Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses à ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de montrer une distillerie. Bon, Claire a rappelé qu'on a créé, je dis on, puisqu'on est un ensemble d'investisseurs, qu'on a créé une brasserie. Pour créer une brasserie artisanale aujourd'hui, n'importe qui va sur Internet, tape brasserie artisanale, et on vous dit petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, quelles sont les étapes pour créer une brasserie artisanale, et c'est relativement simple. Le parallèle dans le rhum aujourd'hui, et c'est une des difficultés, quand Marianne parlait du millefeuille, c'est qu'aujourd'hui, monter une distillerie aux Antilles, il n'y a aucune information sur par où commencer, quoi faire, comment, et même quand on y est, connaître précisément qu'est-ce qui régule quoi, c'est une vraie grande difficulté. Et c'est dommage parce que quand je vois le thème
de la réunion d'aujourd'hui, développement économique et spécificité des territoires. Je considère qu'aujourd'hui, le rhum est l'activité qui a la plus grande chaîne de valeur ajoutée sur nos territoires. C'est-à-dire qu'elle part de l'agriculture, donc de la terre, hein, du terroir, pour passer par la transformation, en allant à l'export et en revenant par le spiritourisme et autres. Et donc ça, dans toute cette chaîne, c'est énormément de métiers, énormément de potentiel, énormément de perspectives pour une jeunesse qui est souvent montrée du doigt et dite en déshérence. Ce sont des métiers à valeur ajoutée. On parle aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture, certes, mais après, quand on passe sur la transformation de maîtres de chais, de maîtres distillateurs, de commerciaux, de marketing, de vente, aujourd'hui sur le spiritourisme et le tourisme, il y a de plus en plus de choses qui se développent. Mais au-delà de ça, autour du rhum, le rhum c'est un vrai écosystème. Quand on voit des terroirs comme ceux de Cognac ou de Bourgogne ou de Bordeaux, il y a tout un écosystème d'entreprises. Aujourd'hui, tu vas à Cognac, il y a des tonneliers, il y a des cabinets de conseil, il y a des laboratoires d'analyse, il y a des centres de formation. On fait le parallèle un petit peu de tout ça par rapport à la Guadeloupe et la Martinique et la Réunion, qui sont d'une certaine manière capitale européenne du rhum. Ben, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça et on peut se poser la question du pourquoi. Est-ce que c'est un manque de connaissances collectives sur ce que pourrait représenter l'industrie? Est-ce que c'est autre chose? Ben, d'autres choses ont été évoquées ici. Mais collectivement, on gagnerait à tous mieux connaître le rhum et mieux le promouvoir. Donc voilà un petit peu ce que j'aurais à dire moi sur le rhum et sur notre initiative. Merci beaucoup pour ton propos. Moi, je vais vous raconter encore une histoire. Je vais très souvent dans les territoires d'outre-mer et je vais au contact avec les entreprises. Donc, je vais dans les champs, je vais je vais un peu partout. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit de ce que je suis. Je suis, moi, le pur produit de l'échec scolaire. Ça veut dire que quand j'ai démarré, j'ai 65 ans. Quand j'ai démarré, j'ai commencé à bosser à 14 ans. Et alors, j'avais 0 diplôme. Et à l'âge de 14 ans, j'étais à peu près persuadé que Voltaire était un fauteuil. C'est à peu près le niveau de la culture de l'époque. Donc, ça veut dire que moi, j'ai démarré dans des petits boulots, mais d'autres affaires. Et si je suis devenu au fil des années chef d'entreprise, c'est parce que j'étais absolument inemployable d'ailleurs. Donc, il a fallu que je me démerde et que je crée mon propre job. Donc, j'aime bien aller voir, parce que c'est mes frères et mes sœurs, ceux-là, en tant que chef d'entreprise qui démarre. Moi, j'ai démarré aussi des boîtes. Et quand on démarre, on n'a pas la queue d'un rond derrière. Il faut bien se dire ça. Et puis vous avez aussi tous les copains qui attendent que vous plantiez aussi. Hein, il faut en parler de ça, il faut être clair. Ou alors ça veut dire qu'on n'a jamais monté une boîte de son existence. Et il y a quelques temps, il doit y avoir 2 ans de ça, je suis allé voir à La Réunion tout petit planteur de canne pour savoir un peu comment ça fonctionnait. Donc on m'avait dit il faut aller voir, c'est-à-dire Pierrick, ton président qui est ami, qui m'avait dit il va voir éventuellement cette personne. Et bon, je suis allé voir cette dame qui était dans les champs, c'était la période où il fallait qu'elle commence à couper. Elle n'était pas toute jeune, elle avait quand même une coupette, donc moi j'ai trouvé ça quand même déjà remarquable, parce qu'il faut y aller physiquement. Hein. C'est un boulot, ça fait pas rire, quoi. C'est un travail très physique, très important. Et alors que je pense qu'elle va me parler de canne, elle me dit non, je ne vais pas vous parler de ça, elle me dit venez, je vais vous montrer un truc dans ma voiture. Je la suis. Et puis elle a une vieille 205 qui aurait dû rendre l'âme déjà 50 000 fois. Je ne sais même pas comment cette bagnole fait encore pour passer le contrôle technique, parce qu'elle n'a pas de rond. Donc elle a une vieille voiture, elle ne se promène pas avec un Porsche Cayenne dans sa plantation. Et quand elle soulève le coffre, elle me montre quoi? Elle me montre les papiers de l'URSSAF, les papiers d'ACDIC, ses retards, elle est en retard partout parce qu'elle n'y arrive pas. Et elle me dit, mais moi, à chaque fois que je donne un coup pour couper une canne, en fait, dans ma tête,
je sais que je vais être poursuivi parce qu'il va y avoir l'inspecteur des impôts qui va m'appeler pour dire « Ah madame, vous n'avez pas payé, bon ok, je donne du délai, mais... » Et c'est des gens qui sont tout le temps sous délai de paiement, qui sont tout le temps... Il faut penser à ça. Quand vous montez une boîte, vous êtes sous une pression financière constante. Et au lieu de penser à leurs exploitations, au lieu de penser à leurs recettes, au lieu de prendre juste le temps d'un plaisir, de se dire « Tiens, ce que j'ai fait, c'est vachement bien », mais le plaisir est très 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 vite, il est très éphémère, parce que très vite, la réalité revient, parce qu'on n'a pas assez de ronds pour se développer, parce que du coup on ne peut pas acheter les bonnes machines, parce que le peu de pognon qu'on a quand on rentre des sous, au lieu de le garder pour faire se nourrir son BFR, son besoin de fonds de roulement, qu'est-ce qu'on fait? On achète une machine avec, parce qu'on a besoin de se mécaniser. Et dès lors qu'on a acheté une machine avec cet argent-là, on n'a plus l'argent pour faire face à la trésorerie du quotidien, et de nouveau on retrouve des tensions. Donc c'est ça la réalité de ces chefs d'entreprise. Moi je veux juste que ce soit d'ici parce que il était un temps où les professeurs, et c'est vrai, étaient les hussards de la République, mais aujourd'hui les jeunes chefs d'entreprise, c'est les hussards de la République. Parce que c'est eux qui créent cet emploi, c'est eux qui sont créateurs de richesse, donc il faut absolument qu'on les accompagne dans ce parcours, parce que c'est un sacré putain de parcours. Hein, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Savoir que le 15 mars, vous devez aller déposer ces derniers délais pour ne pas avoir les 10% pour payer l'URSSAF. Hein, ça fait partie du bal, tout ça. Vous voyez, donc il faut les soutenir véritablement, hein, parce que c'est des futurs dinosaures, hein, s'ils s'en sortent. Hein, parce qu'il va falloir qu'ils s'en sortent. Voilà. Je voudrais conclure avec notre grande amie qui va nous parler, elle, de Gisèle, qui va nous parler de son expérience. Gisèle est notre senior, à tout senior, tout honneur, et elle a un regard, elle, sur l'entreprise, elle a un regard aussi sur les femmes. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, être chef d'entreprise c'est dur, mais être chef d'entreprise femme c'est encore plus dur. Et être chef d'entreprise femme dans les territoires d'outre-mer, c'est vraiment très dur. Donc il faut le dire. Gisèle, si tu peux nous livrer ton propos. Merci. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici et je félicite les organisateurs de ce Mondial du Rhum parce que c'est... Pardon. Je félicite les organisateurs de ce Mondial du Rhum parce que c'est pas très fréquent. Et puis, je suis très heureuse d'être là. Alors, qu'est-ce que je dois dire sur les femmes? Tout ce qui a été dit, évidemment, j'approuve de 100%. Et ce n'est pas un propos féministe que je vais avoir. Je vais simplement dire que partout, et surtout en Outre-mer, les femmes ont un rôle essentiel. Elles ont un rôle essentiel dans le développement économique, dans l'éducation, et je ne dis pas qu'il soit volontairement gommé, mais on n'en parle pas suffisamment. Pour en venir au Rhum, par exemple, c'est en 2002 que j'ai découvert qu'il y avait une femme qui dirigeait les Roms Naison-Bernan. Par exemple, pour rester dans le Rhum, mais dans plein de domaines, elles sont extrêmement actives et c'est la tradition qui fait qu'on ne les met pas en avant. Alors, l'espoir qu'il y a, c'est que dans le Rhum, il y a tant de métiers anciens comme nouveaux, et là, elles ont une place importante parce qu'elles sont très adaptables et le nouveau métier moderne, je veux dire, avec l'intelligence artificielle et tout, ça y est, il n'y a pas de problème. Et elles sont les femmes en général, mais celles des Outre-mer en particulier, sont extrêmement inventives et adaptables. Et puis, vraiment, moi je pense qu'il faut qu'on insiste beaucoup sur leur rôle dans le développement économique, mais dans le développement tout court, parce qu'elles ont quand même un rôle de transmission et d'éducation qui est capital, qu'on oublie, mais elles font plusieurs métiers en même temps, mais elles ont une adaptabilité que les autres n'ont pas, et elles ont une adaptabilité. Ce qui est assez intéressant, j'ai la chance de m'intéresser à tous les territoires des Outre-mer, et j'allais dire que selon les territoires, il y a une façon différente d'agir
d'agir et d'aller de l'avant. Donc il faut compter avec les femmes des Outre-mer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis très très heureuse de voir la place que prend le rhum. Moi je suis née aux Antilles et j'avais une image du rhum pas très valorisante, c'était le rhum, on prenait des petits punches, des choses comme ça. Et au fur et à mesure des années, le rhum devient un produit d'excellence. Or, presque de luxe. Or, les femmes, elles ont cette subtilité avec différents métiers pour prendre leur place. Bon, c'est tout ce que j'allais dire. Je ne sais pas si Max, il y aura des questions. Mais... Alors, de toute façon, je vais ouvrir le bal, effectivement. Mais je voudrais qu'on t'applaudisse parce que tu es génial. Pas mal ma brochette quand même, hein. Franchement, hein. C'est mieux que si j'avais parlé tout le temps. Je les déjà tous partis. Je voudrais rebondir sur un de tes propos. Tu as dit quelque chose qui est intéressant. Tu as dit, Gisèle, que selon les territoires, les femmes avaient des manières différentes d'agir, une subtilité différente. Et ça m'amène à un autre constat que je fais depuis maintenant 30 ans dans les territoires d'outre-mer, c'est l'absence de solidarité qu'il y a entre les territoires eux-mêmes. Il y a une absence de solidarité. Déjà, dans les territoires, les gens tirent dessus, ce qui est fort peu agréable, mais encore une fois, moi je peux tout dire, je risque pas grand-chose, j'ai un gilet pare-balles devant et derrière, mais en plus, il y a un manque de solidarité interterritoriale. Et on aurait beaucoup à gagner de s'enrichir de ce que fait l'autre, parce qu'il est dans le même métier. Donc j'ai parlé tout à l'heure à Joris en disant, maintenant, le problème que tu as, mais les romiers de la Réunion, ils ont les mêmes problèmes, ceux qui ont ta taille. Donc parlez-vous, unissez-vous. Par exemple, pour pouvoir augmenter son coefficient de pénétration pour vendre des produits, notamment à l'export, si une petite boîte de 7-8 personnes y va toute seule, elle est très peu entendue. Maintenant, s'ils font un collectif interterritorial d'une quinzaine de petits romiers qui décident de s'allier pour aller à la conquête d'un marché, moi j'interpellerai le président de la République pour lui dire la prochaine fois que tu vas en avion aux États-Unis, s'il te plaît, tu prends ces gars-là. Et ils vont aller proposer leur rhum, et ils vont vendre leur rhum aux États-Unis. Donc il faut simplement qu'ils se regroupent. Donc moi j'appelle vraiment à la solidarité interterritoriale. Elle est presque plus facile à mettre en œuvre que la solidarité locale. Parce que la solidarité locale ne s'affranchit pas toujours des problèmes de concurrence. Hein. Le gars d'à côté, il fait un peu la même chose que moi. Maintenant, quand on est à des milliers de kilomètres, on devrait pouvoir s'entendre. On est quand même tous réunis par la nation France, hein, c'est quand même ça. On est régis à peu près par les mêmes règles, donc normalement on devrait y arriver. Avant de vous donner la parole dans la salle, je voudrais vous parler de Stéphane Hessel, que tout le monde connaît bien, parce que je suis en train de reprendre, je suis en train de sortir un petit bouquin, oh, j'ai rien à vendre, hein, mais je vais juste vous parler du propos de ça. Stéphane Hessel, il a sorti en 2010 un tout petit bouquin qui s'appelle « Indignez-vous ». Et moi, je vous dis, aujourd'hui, indignez-vous. Hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le pouvoir principal que vous pouvez avoir aujourd'hui n'est pas un pouvoir de faire, malheureusement, mais c'est un pouvoir de nuire. Aujourd'hui, le politique ne respecte que le pouvoir de nuire. Regardez, nos paysans en France, qui avaient une vraie revendication, ça pour le coup, c'est vrai. Quand les gars ont dit, on met les tracteurs partout et on bouche les autoroutes, croyez-moi, les solutions, elles ont été trouvées. Là où personne ne trouvait, en l'espace de très peu de temps. Pourquoi? Parce que le politique a pris la trouille en se disant, attends, là, ça peut déraper, on ne sait pas où ça va. Maintenant, s'il y avait eu une manifestation de marchands de sucettes, à mon avis, Darmanin aurait envoyé les forces de l'ordre pour remettre de l'ordre. Vous voyez? C'est un peu la différence. Donc ça, nous ne pouvons plus accepter dans les territoires d'outre-mer d'avoir autant d'inégalités. Ça n'est pas possible. Vous avez des gens qui sont rémunérés au bas de l'échelle pendant que celui qui, juste à côté, a la chance d'être surrémunéré est à plus 40% aux Antilles ou à plus 54% quand il est à La Réunion, ça crée des distorsions insupportables. On l'a vu entre l'accès aux subventions des toutes petites boîtes qui ont rien, ceinture, et puis de l'autre côté, les très grosses boîtes qui ramassent à grande pelle depuis des années et des années les subventions européennes, c'est-à-dire notre pognon à nous, hein, qui sommes des contribuables et qui payons notre impôt pour que l'État paye sa contribution à l'Europe et que l'Europe fasse redescendre l'argent. Il ne faut pas se tromper. L'argent européen, c'est de l'argent français qui est allé faire un tour en Europe. Hein. Donc il vient bel et bien de nos poches. Donc
nous ne pouvons plus accepter ces inégalités. Un dernier mot, Capesterre-Belle-Eau, quelle belle ville, Capesterre-Belle-Eau. Ils n'ont pas d'eau à Capesterre-Belle-Eau. Qui pourrait supporter d'avoir des tours d'eau, avoir de la flotte, simplement 3 jours par semaine? Faites ça dans n'importe quel village du Cantal, de la Creuse ou à Valenciennes, et vous allez voir pendant combien de temps ça va durer. Donc, moi, je vous dis une chose. Indignez-vous. Il est temps de s'indigner et de faire cette solidarité interterritoriale et de faire cette solidarité entre, d'une part, les territoires et d'autre part, les ultramarins qui vivent aujourd'hui en métropole. En tout cas, c'est profondément mon combat. Ce combat-là n'a pas de couleur. Hein, c'est un combat humaniste, c'est tout. Voilà, il faut qu'on souffre de ça, mais il faut qu'on se batte ensemble. Sinon, ils ne nous donneront rien. Hein. Je peux vous le dire. Hein. J'ai fait un tour de 6 mois au ministère en tant que conseiller spécial de Carinco et j'ai été pris dans ce ministère uniquement pour qu'on me fasse fermer ma bouche. Comme je ne l'ai pas fermé, ils m'ont viré au bout de 6 mois. D'accord? Et je porte une médaille, je porte une très grande fierté d'avoir été viré par Carinco et par un gouvernement qui n'en finit plus de continuer à distribuer des inégalités dans les territoires d'outre-mer. Donc, j'ai refusé toujours toutes les médailles, mais celle-ci, je la prends. Voilà. Je veux bien faire circuler la parole, si vous voulez bien. Des territoires, en fait, ce que j'ai essayé de faire à mon niveau, c'est d'essayer de créer du lien, parce que ce que vous disiez, en fait, c'est que les territoires des Outre-mer ne se connaissent pas. Et c'est vraiment très important d'essayer de créer du lien, que ce soit par la culture, mais vraiment beaucoup. Enfin, il y a autre chose aussi. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 4 ans, que j'ai appris qu'il y avait du rhum en Polynésie, par exemple. Mais en dehors de ça, et là, la culture est très importante. Et faire circuler, se rencontrer et connaître les différentes régions des Outre-mer, les différentes cultures des Outre-mer, nous, ultramarins, on a tout à gagner. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est très bien de le souligner, Gisèle. Merci. Ce que je m'efforce de faire avec Femme des Mers, c'est-à-dire de créer du lien, parce que nous sommes le monde. Et ce qu'il y a de vraiment important, c'est que nous pouvons apporter non seulement aux territoires d'outre-mer, mais nous pouvons apporter aussi aux gens qui sont à côté de nous. Mais pensons déjà aux gens qui parlent notre langue, qui ont la même nationalité que nous, etc. Et créons du lien, essayons de les connaître, parce que c'est vrai que nous sommes frères, enfin nous sommes cousins, mais nous sommes différents. Mais c'est pas grave, au contraire. Merci beaucoup, Gisèle.